Situé en Afrique orientale, le long de l'océan Indien, le Kenya est bordé au nord-est par la Somalie, au nord par l'Éthiopie et le Soudan, à l'ouest par l'Ouganda et au sud par la Tanzanie. D'une superficie de 582 646 km², le Kenya offre à la fois des merveilles de vie sauvage, des vestiges archéologiques préhistoriques qui témoignent des premiers pas de l'humanité, et des plages de sable blanc, ainsi que de grands bouleversements géologiques. Dans cette région de l'Afrique traversée par l'équateur, lacs, déserts, plages, savanes, brousses et forêts alternent. Son point culminant est le mont Kenya, qui s'élève à 5200 mètres d'altitude. Il offre au regard ses neiges éternelles. À cheval entre le Kenya et la Tanzanie, la région des plaines, traversée par la rivière Mara, en pays Maasai, accueille la plus grande migration animalière existante, celle des gnous. La façade maritime du Kenya s'étend sur 480 km de plages de sable bordées par l'océan Indien. Mombasa, c'est la deuxième ville du pays avec une population d'environ 600 000 habitants et la porte officielle du pays sur la mer. Le fort, construit par les Portugais, et la mosquée montrent les différentes influences que Mombasa a subies au cours de son histoire. Le 30 mai 1896, le plus fantastique projet ferroviaire jamais imaginé fut mis en route par les Anglais. La construction de la ligne de chemin de fer reliant Mombasa au lac Victoria et à l'Ouganda, baptisée l'Uganda Railways. Cette construction répondait en premier lieu à un souci stratégique, celui d'établir avant les Allemands qui arrivaient par le sud une voie de communication avec l'Ouganda. Le Parlement protesta immédiatement contre son coût exorbitant, qu'allaient devoir bien sûr payer les contribuables britanniques pour un chemin de fer allant de nulle part à nulle part. Mais la stratégie l'emporta, et ce fut George Whitehouse qui fut nommé ingénieur en chef du projet. Il arriva à Mombasa avec son équipe en bateau à vapeur. Les Anglais, qui se heurtèrent à l'hostilité des populations locales, firent appel à une main-d'œuvre indienne. Le travail se révéla titanesque. La voie ferrée traversait des zones semi-désertiques, escaladait des montagnes et enjambait des rivières. Malaria, variole et maladie du sommeil décimèrent les ouvriers. Les pluies, parfois torrentielles, et les lions mangeurs d'hommes immobilisèrent plusieurs fois les 4000 employés de cette construction. Nairobi, capitale de la République du Kenya, se situe à 1670 mètres au-dessus du niveau de la mer. En 1899, Nairobi était un simple camp de construction de l'Uganda Railways, appelé Nairobi en Maasai, ce qui signifie l'endroit où l'eau est froide, en référence aux eaux froides du fleuve Nairobi. Aujourd'hui, cette place est devenue le centre moderne pour le commerce, les finances et l'industrie, ainsi qu'une destination touristique de l'Afrique de l'Est. Elle a remplacé Mombasa comme capitale du Kenya en 1907 et devint une cité importante en 1950. La statue de Jomo Kenyatta, au centre de la ville, rappelle la lutte pour l'indépendance du pays. La Grande Vallée du Rift s'étend sur 8700 km depuis la vallée du Jourdain au Moyen-Orient, affectant la totalité de la mer Rouge avant de couper l'Éthiopie, le Kenya
la Tanzanie et le Mozambique, puis d'atteindre l'océan Indien à Beira, port du Mozambique, près du fleuve Zambèze. Elle est beaucoup plus marquée au Kenya que nulle part ailleurs. Elle possède aussi 7 lacs sans embouchure, le Turkana ou la mer de Jade, le Baringo, le Bogoria, le Nakuru, l'Elemantaita, le Naivasha, le Magadi. Cette partie de la vallée au Kenya, connue également sous le nom de rift grégorien, d'après le grand géologue J.W. Gregory qui l'a décrivi le premier, possède des volcans récents comme le mont Longono, encore actif, le Suswa, l'Eburu, le Menengai, le Londiani, le Kakorinyo. Ces falaises basaltiques, les Hell's Gate, sont aujourd'hui le refuge des animaux. Les cratères sont à l'origine de lacs aux couleurs bleu-vert. Ces fantastiques décrochements ont provoqué des chutes d'eau impressionnantes tout le long de la vallée. C'est aujourd'hui une attraction touristique au même titre que les animaux. Comme ici, les chutes de Thompson. Dans la vallée du Rift, le volcanisme reste actif comme en témoignent les geysers du lac Bogoria. Tous les lacs ont une teneur élevée en sel. Le lac Naivasha et son voisin, le lac Nakuru, abritent des colonies de flamants roses qui profitent de cet écosystème. Il existe 2 sortes de flamands. Le flamand nain atteint 1 mètre de hauteur et pèse 2 kg. Le flamand rose fait 1,50 m et pèse 4 kg. Contrairement à son appellation, il est beaucoup moins rose que le flamand nain et il est parfois blanc. Les 2 espèces cohabitent pacifiquement. Ce sont les flamands nains qui sont les plus nombreux, 100 fois plus que les flamands roses. Dans la vallée du Rift, les nombreuses dépressions ont donné ces lacs. Ils permettent le développement de nombreuses colonies d'oiseaux. L'oie d'Égypte, c'était un animal sacré pour les anciens Égyptiens. De nombreuses variétés d'échassiers. 2 espèces de pélicans sont communes en Afrique de l'Est. Le pélican gris, comme celui-ci, et le pélican blanc.
des cigognes. Le marabout est souvent dédaigné par les visiteurs des parcs. Il tient une place essentielle dans la chaîne alimentaire en se nourrissant avec des insectes, des poissons, des rats et d'autres oiseaux. C'est la plus grande des espèces de hérons, le héron Goliath. Il fait près d'1,50 m de hauteur. Poissons, serpents, lézards et crabes figurent à son menu. La grande aigrette chasse les petits poissons, les amphibiens et les mollusques. Le héron garde-bœuf et l'ibis sacré se tiennent souvent ensemble. Le héron garde-bœuf, le plus grand, doit son nom à son habitude de fréquenter les grands mammifères, les buffles, les éléphants, les girafes, les zèbres et les rhinocéros. Des jacénas. Des martins pêcheurs, aussi appelés alcyompis. Ils chassent en vol stationnaire pendant quelques secondes pour repérer leur proie. Puis ils se laissent tomber à la verticale. L'aigle pêcheur porte également le nom de pigargue vocifère. Il a en effet un cri très puissant qui s'entend de loin. C'est un familier des lacs et des rivières. Il fait son nid avec des branchages. Au centre du nid, la cuvette est garnie d'herbes. Il utilise souvent ce nid plusieurs années de suite. Des tisserins au nid caractéristique. Le lac Magadi, d'où est extrait le natron, permet de fabriquer la soude. Il y fait une chaleur écrasante. La région de plaine traversée par la rivière Mara, en pays Maasai, à cheval entre le Kenya et la Tanzanie, est le lieu de passage de la plus grande migration animalière existante, celle des gnous. Lors des changements de saison, les gnous se rassemblent en immenses troupeaux et entreprennent d'importantes migrations à la recherche de pâturage. Les mâles rejoignent alors le groupe entouré de leur harem de 6 à 10 femelles. Dans la savane du Mara, on peut rencontrer ainsi des groupes de quelques 400 000 gnous. Ils voyagent en suivant les pluies. Lorsque les terres qu'ils traversent commencent à se couvrir d'herbes courtes, leur nourriture de base, les groupes se dissocient et chaque mâle part délimiter son propre territoire. Cette migration impressionnante se déroule entre Serengeti et le Masai Mara. Les animaux épuisés meurent par milliers lors de ces voyages. Ils se noient dans les rivières, se font dévorer ou meurent d'épuisement.
Les hippopotames ne peuvent que supporter cette horde. Les crocodiles du Nil, en revanche, attendent chaque passage pour refaire leur réserve alimentaire. Le vautour de Rupel, comme tous les vautours, n'a pas la force nécessaire pour soulever en l'air ses proies. Il doit donc les consommer sur place. Il repère rapidement les carcasses. Le chacal suit les migrations. Tout comme la hyène. Ils savent que la nourriture sera abondante. Le guépard a ses heures de chasse, le matin et la fin de l'après-midi. Doté d'excellents yeux, d'une ouïe fine et d'un odorat développé, il chasse à vue. C'est le plus rapide de tous les félins, grâce à ses pattes plus hautes que celles de la panthère. Autrefois présent dans toute l'Afrique, il a disparu de nombreuses régions et se retrouve en régression constante. On le rencontre dans les paysages dégagés, dans le désert et la savane sèche. Il craint pour ses petits, que les lions et les lycaons dévorent. C'est le plus grand des félins. Prédateur parmi les prédateurs, craint par tous les autres animaux. Il constitue l'attraction majeure des réserves du Kenya, où il est possible d'approcher des groupes de lions d'assez près. Autrefois, les lions peuplaient toutes les savanes et steppes de l'Afrique. À partir du XVIe siècle, ils furent chassés de toutes les régions basses d'Afrique du Nord et ils se replièrent vers les montagnes de l'Atlas. La gazelle de Thomson est plus petite et plus fine que la gazelle de Grant et ses flancs roux clairs portent une large bande noire à la base. Ses cornes mesurent une trentaine de centimètres et ne sont annelées que sur le devant. Elle vit elle aussi sur les terrains dégagés, les prairies rases, les savanes peu denses, dans les plaines et sur les collines jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Contrairement à la gazelle de Grant, elle se déplace à la saison sèche à la recherche de pâturage par groupe composé d'un mâle avec ses femelles. Elle s'associe alors aux gnous et aux zèbres lors de leur migration. Plus grand des mammifères terrestres, l'éléphant de savane a une taille qui peut atteindre 4 mètres et un poids de 6 tonnes. Ses défenses sont parfois longues de plus de 3 mètres et sa trompe peut atteindre 2 mètres. L'éléphant était autrefois répandu dans toute l'Afrique, mais le braconnage a provoqué son recul. Il trouve aujourd'hui refuge dans les parcs nationaux où il est protégé. Il est capable de vivre jusqu'à 5000 mètres d'altitude et migre au gré des saisons. Le rhinocéros est très recherché par les braconniers pour sa corne, utilisé au Yémen pour la fabrication de poignards et en pharmacopée chinoise. Ce monument commémore la destruction de l'ivoire confisqué par les Rangers et prouve que le Kenya livre une guerre impitoyable au trafic de l'ivoire. Le buffle d'Afrique est un animal farouche qui se montre volontiers violent s'il sent son territoire menacé. Il charge alors avec tout le troupeau. Il se nourrit de graminées, de plantes herbacées et de feuillages. Comme il boit tous les jours, il ne s'éloigne jamais à plus de 15 km d'un point d'eau. Il se repose le jour et sort plutôt le soir, la nuit et le matin. Dans la journée, il se vautre dans la boue en silence, sauf en cas de menace.
Dotée d'une très bonne vue et d'un cou qui peut mesurer jusqu'à 5,80 m, la girafe peut porter son regard à plus d'1 kilomètre à la ronde. Malgré sa longueur, le cou de la girafe ne compte que 7 vertèbres, comme l'homme, ce qui la rend fragile. Pour que le sang circule sur les 3 mètres qui séparent le corps de la tête, il faut à l'animal une pression sanguine particulièrement élevée et un cœur puissant. Pour éviter que la force de la circulation sanguine n'altère le cerveau, un réseau sophistiqué d'artérioles freine le sang au fur et à mesure qu'il s'élève. Sédentaire, elle habite les savanes boisées et riches en broussailles. La réserve d'Amboseli au pied du fameux Kilimandjaro. Les Maasai viennent avec leur cheptel, ce qui n'est pas sans poser de problème. Les Maasai vivent en communauté. Ils font partie aujourd'hui des attractions touristiques dont ils ont su tirer parti. Ethnie symbolique du Kenya pour leur allure de grands seigneurs batailleurs, les Maasai ne se sont pliés ni au travail salarié, ni à l'urbanisation. Pasteurs nomades, originaires de la vallée de Kerio, ils couvrent aujourd'hui tout le territoire qui s'étend du lac Victoria jusqu'à la côte et Mombasa. Aujourd'hui, ils vivent surtout dans les districts de Narok et de Kajiado. Les colons anglais qui convoitaient leurs terres situées entre le mont Kenya et le mont Elgon les y déplacèrent entre 1910 et 1914. Le nom de Maasai est dérivé de leur langue, le Ma. Ces pasteurs semi-nomades se déplacent sur des faibles distances. Lorsqu'arrive la saison des pluies, les Maasai se déplacent vers les mares temporaires. Ils entourent leur campement de ceintures d'épineux pour protéger leur bétail des fauves. Ces villages temporaires, ou Nkang, se composent d'une dizaine de huttes exclusivement montées par les femmes. Les villages temporaires sont abandonnés lorsque le groupe part à la recherche de pâturage.
Sur la côte Est, les Swahili ne représentent pas à proprement parler une ethnie. Leur civilisation est née du métissage entre les Arabes et les Africains. Le terme Swahili provient de l'arabe Sahel, qui veut dire rivage. Leur langue est une illustration de ce métissage puisqu'elle est bantoue par sa structure et arabe par son vocabulaire. Avant le passage des missionnaires qui le transcrivent en latin, le swahili s'écrivait en caractère arabe. Il est parlé dans toute l'Afrique orientale jusqu'au Zaïre. Le sanctuaire animalier de Maralal se situe près de la ville du même nom, centre administratif du Samburu. Le peuple Samburu qui habite cette région est proche des grands et fiers nomades Maasai du sud Kenya. Ils forment un groupe dissident qui rompit avec les Maasai nilotiques durant leur migration vers le sud en descendant le Nil au XVIe siècle. Le groupe ethnique des Bantous est largement majoritaire au Kenya. Il domine également toute l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. De souche niger-kordofanienne, les Bantous, traditionnellement agriculteurs, sont représentés par une dizaine d'ethnies. Celle des Kikuyu compte entre 5 et 6 millions d'âmes. Ils arrivèrent au Kenya à la suite de migrations il y a 400 ans. Implantés entre Nairobi et les contreforts du mont Kenya, dans la province centrale, leur attachement à la terre ne s'est jamais démenti. Dans les années 50, ils se révoltèrent contre les colons anglais. Cette révolte de Momo déclencha le processus qui devait mener à l'indépendance du pays.
Les Kikuyu sont très bien représentés en politique et dans les affaires. Leur implication dans le processus d'indépendance leur a conféré un avantage qu'ils cultivent. Leur plus illustre représentant est Jomo Kenyatta, leader indépendantiste, puis premier président du Kenya indépendant jusqu'à sa mort en 1979. Very expensive. Le Kenya produit du café, du thé du pyrètre, des fleurs et du sisal. La région de Kericho est réputée pour un climat propice à la culture du thé. Il pousse à des altitudes comprises entre 1800 et 2100 mètres dans les Highlands et plus précisément dans la région de Kericho, sur des collines recouvertes de feuilles sombres et brillantes. Pendant près d'un siècle, les champs de thé étaient regroupés dans de grandes exploitations. Mais avec l'indépendance, les cultures ont été morcelées. Aujourd'hui, plus de la moitié de la récolte provient des petits propriétaires locaux. Les arbustes de théier sont taillés à la hauteur du coude pour faciliter la récolte manuelle. Ce sont en général des membres de la communauté des Gouzi qui font la cueillette. Les Gouzi sont environ 1 million à vivre dans les collines de la région. Ils cultivent les parcelles en famille. Les boutures sont préparées par milliers à l'ombre, puis replantées en terre.
Le café s'acclimate entre 1500 et 1900 mètres. Les grains de café, de couleur verte ou rouge, sont décortiqués puis étendus au soleil pour le séchage. On reconnaît les grains de bonne qualité à leur couleur brun clair, sans aucune brillance après séchage. Les grains séchés sont torréfiés pour qu'ils dégagent leur arôme. Au cours de cette opération, ils perdent 20% de leur poids. Le café est vendu suivant les cours du marché et sera exporté pour sa plus grande partie. Seule la culture du sisal a ralenti au cours des dernières années.
Utilisées pour le tissage des toiles ou des tapis, ces fibres sont progressivement remplacées par des matériaux synthétiques. Le pyrètre est cultivé dans les Highlands, entre 1800 et 2900 mètres d'altitude. La fleur de pyrètre, de la famille des chrysanthèmes, est une source d'insecticides naturels qui protègent l'homme, les maisons, la nourriture et les animaux domestiques des insectes. Tout commença dans les années 1920, lorsque la première graine fut plantée sur une parcelle expérimentale à Njoro, à 20 km au sud du centre actuel de la Pyrethrum Board of Kenya, à Nakuru. Cette expérience fut un succès puisque la région se révéla tout à fait favorable à la culture du pyrètre pendant toute l'année. Avec un rendement supérieur à celui du thé et du café, l'horticulture connaît une forte croissance. Elle est pratiquée dans les hautes terres centrales et la vallée du Rift. Les paysans font pousser des haricots, des courgettes, des aubergines, des fraises, des asperges, des mangues, des avocats et des fleurs qui sont emballés et exportés vers Amsterdam. Lamu était le point le plus au nord où le trafic d'esclaves était permis par le traité de 1845. Le port de Lamu est un havre naturel qui est fréquenté depuis des siècles par les navigateurs de passage. Aujourd'hui, ce sont les pêcheurs qui rentrent à bord de leur dhow, sorte de boutre à la voile triangulaire. Au IXe siècle, de nombreux navires marchands musulmans fréquentent la côte des Zanj, sur les rivages de l'Afrique orientale. Un commerce organisé y apparaît au siècle suivant, à la recherche de l'or et des esclaves. Dans la ville de Lamu, qui porte le même nom que l'île principale, les rues étroites ne sont encombrées que par les ânes et les charrettes à bras. Ici, tout se transporte à dos d'âne. L'influence occidentale n'a pas réussi à transformer l'archipel. Aucune voiture, aucun signe du progrès technique, si ce n'est l'électricité. C'est au XIIe siècle que les États musulmans s'implantent sur la côte et dans les îles. D'après la tradition, sous l'impulsion des Shirazis, des Perses et des Arabes sunnites, venus à partir des côtes de l'Arabie. Un trait caractéristique de la société swahili est le métissage, qui va permettre aux colons Shirazis de constituer l'aristocratie de la côte. Accrochés aux îles et archipels, et dans une moindre mesure aux cités du continent, les États marchands swahili vivent du commerce de l'océan Indien, rayonnant également sur l'autre côté du canal du Mozambique. Comores et Madagascar, où l'islam s'implante au XIe et XIIe siècle. Paris Avenue Marseille. Paris Avenue Marseille.
Iya. Sisi Waafrika ndio kawaida yetu. Honoré selon le calendrier musulman, le 12 du 3e mois, le terme Mawlid désigne à la fois le temps, le lieu et la fête commémorative de quelqu'un. Il a été tout spécialement appliqué à Muhammad. Il célèbre la naissance du prophète. C'est une fête tardive. Elle fut créée plusieurs siècles après sa mort et fut officialisée en 691 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1292 de notre ère. Elle est fixée arbitrairement un lundi, de même que le jour de l'exil du prophète et celui de sa mort. La veille, les croyants se rassemblent à la mosquée pour entendre des conférences qui rappellent la vie du prophète. Conclue de prières et de chants, cette manifestation est suivie d'un repas. Conjointement aux prières, on récite des mawlids, c'est-à-dire des poésies panégyriques sur la vie et les vertus du prophète. Les fleurs de jasmin, les danses traditionnelles, les divertissements, les poèmes dédiés au prophète caractérisent cette fête qui se déroule chaque année en août-septembre.